Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Pendant que la planète Action parle de la dernière mission, j'ai décidé d'aller un peu à contre-courant et de retourner du côté de notre espion britannique préféré. Rassurez-vous, ma critique de Final Reckoning arrivera bientôt, mais en attendant, on va reparler méchant de James Bond. Et non, je ne parle pas d'Amazon. Non, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les hommes et les femmes de main. Parce que qu'on le veuille ou non, les seconds couteaux ont un rôle un peu ingrat. Ils se tiennent dans l'ombre du vilain principal, n'ont que peu de scènes pour faire leurs preuves et sont souvent plusieurs dans le même film à jouer des coudes pour notre attention. Et pourtant, ces rôles secondaires sont aussi fréquemment les plus iconiques. Bah oui, l'absence crée l'envie et c'est parce qu'on voit peu un personnage et qu'on en sait peu sur lui qu'il nous attire. Voir un petit rôle incomplet, ça titille notre imagination et ça lui donne envie de remplir les trous. Et puis, ces seconds rôles offrent aussi aux actrices et aux acteurs l'occasion de proposer des performances en roue libre, dont certaines ont marqué l'histoire de la saga aux 3 chiffres. Bref, vive les 2e, 3e ou les 7e couteaux, c'est l'heure de vous présenter 10 de mes préférés. J'ai eu énormément de mal à réduire la liste à 10 personnages, alors sachez que ce classement, il est purement indicatif. Il n'y a pas vraiment de top 10 définitif, tout au plus quelques favoris. Commençons, parce qu'il faut bien commencer quelque part, avec un personnage que j'aime beaucoup, l'imposant Julius Harris, alias T dans Vivre et laisser mourir. Un homme au costume bien coupé et au crochet digne d'un capitaine, qui bosse pour le dictateur et baron de la drogue Dr Kananga. Un homme, une main donc. T est un homme attentionné qui sait prendre soin de ses crocodiles et leur sert même des invités tout frais. Oubliez les saucisses cocktail. Ce que j'aime chez lui, c'est le contraste entre ses agressions qui sont, quand on y pense, ultra brutales et son attitude posée assortie d'une politesse totalement ironique. Ça en fait le parfait sous-fifre pour Kananga, qui lui aussi masque sa rage derrière une façade polissée, et ça permet à T de combiner une particularité instantanément reconnaissable, oui, on dirait un bras de Playmobil, avec une personnalité spécifique. Ainsi, on évite le cliché de la simple force brute, comme Kriegler dans Rien que pour vos yeux, Stamper dans Demain ne meurt jamais, ou Inks dans Spectre, qui sont des montagnes de muscles, certes, mais dont je vous mets au défi de me citer un seul trait marquant. Et là, à tous les coups, je vais tomber sur des fans dans les commentaires qui vont m'en citer 12. N'empêche, les meilleurs hommes de main sont ceux qu'on peut distinguer en un seul coup d'œil, ou définir en une seule phrase. Par exemple, si je vous dis geek, lunettes, chemise hawaïenne, stylo et invincible, vous voyez directement Boris Grishenko, Alan Cumming en cyberpunk vénère des années 90 allié à un syndicat du crime. Boris m'a donné envie de faire tourner des stylos quand j'étais petite, mais j'ai jamais réussi, et si certains le trouveront un peu too much, il reste à mes yeux une belle représentation des excès des 90s et de ses dérives vestimentaires. Mais ce qui fait de lui un antagoniste invincible, c'est que sous l'humour, on perçoit encore une fois une plus grande noirceur. Il abandonne ses collègues et même son ami sans filer pour de l'argent, et il réagit avec une violence disproportionnée dès lors qu'on contrarie son ego. C'est un peu la même dualité humour-violence qu'on retrouvera ensuite chez le docteur Kaufman dans Demain ne meurt jamais, qui a un plus petit rôle et qui ne fait pas partie de mon top, mais dont la passion pour la torture fait rire autant qu'elle l'inquiète. J'aime l'idée que même les personnages dont on se méfie le moins peuvent s'avérer dangereux, et c'est ça ce qui fait de Boris un excellent second couteau. En plus, il sait garder son sang-froid. Au suivant, Dario dans Permis de tuer. Bon, là, exit l'humour, et bonjour le regard glaçant d'un Benicio del Toro pas encore connu, mais déjà bien déterminé à crever l'écran, ou ses adversaires. Il était en tout début de vingtaine au moment du tournage, et le contraste entre ses bonnes grosses joues et son couteau qu'il dégaine à chaque occasion est proprement terrifiant. Stagiaire du cartel, blouson en cuir et large sourire sadique inclus, 30 ans de tôle en option. Dario n'a qu'un tout petit rôle dans Permis de tuer, mais il tient entièrement grâce au charisme de son acteur. Del Toro arrive à lui donner une présence inquiétante, il se glisse comme une ombre dans chaque scène, et petite anecdote totalement personnelle, il est le seul méchant de Bond qui me faisait littéralement peur étant gosse. Ses relations ambiguës avec son cher patron baron de la drogue, Franz Sanchez, sont d'autant plus intéressantes, et sa mort absolument dégueulasse parachève le tout. Mais ce qui le rend fondamentalement flippant, c'est le fait que des Dario, il y en a plein dans le monde. Et ça rend la menace qu'il incarne réelle. C'est quelque chose de plutôt rare dans la saga. Pendant qu'on y est, je voulais vous parler d'une autre performance excellente d'une très jeune actrice. Notre chère Rosamund Pike en Miranda Frost dans Meurt un autre jour. Miranda est une agente d'élite du MI6, aussi froide que compétente, tellement compétente que même M n'y voit que du feu, et ne se doute pas une seconde qu'elle est une taupe infiltrée qui bosse pour la Corée du Nord et pour Gustav Graves, l'un des pires méchants de la franchise. Et pas dans le bon sens. Le film est catastrophique, elle est excellente, et c'est peut-être le contraste entre les deux qui propulse Frost aussi haut dans mon classement. Parce que c'est pas le boutonneux à 18 carats qui allait relever le niveau. Sa compétence et son allure hautaine en font une espionne à la hauteur de Bond, et elle est la seule qui n'a pas été contaminée par le cabotinage ambiant. Le jeu d'acteur d'une très jeune Rosamund Pike relève clairement le niveau et apporte un peu de sérieux et de talent dans un film cruellement dépourvu d'ego.
C'est simple, Pike semble être à peu près la seule à avoir saisi la dimension dramatique que le scénario aurait dû avoir avec un James Bond capturé en Corée du Nord. On regrettera aussi un combat final contre Halle Berry qui tombe clairement dans un catfight de beauf, alors allez tous avec moi, Miranda méritait mieux. Autre femme forte de la saga, à défaut d'être sympathique, la légendaire Grace Jones en Mayday dans Dangereusement Vôtre. Je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant à dresser entre son perso et celui de Miranda Frost, puisque, comme Meurt un autre jour bien après lui, Dangereusement Vôtre est clairement le film de trop pour son acteur et tombe lui aussi dans le ridicule. Ici par contre, le duo de méchants au complet fonctionne. Certes, Christopher Walken est cliché en psychopathe assoiffé de sang, mais il amène au moins un peu de peps dans le film, et sa dynamique avec Mayday est très bonne. Elle bosse pour lui et l'aime en secret, il la manipule et profite de ses talents, bref, une belle relation à sens unique qui apporte au Lascar un peu de profondeur. Mayday elle-même est interprétée avec classe et froideur par Grace Jones, qui est totalement crédible en machine à tuer sans remords, et qui éclate le pauvre Roger Moore. Mais bon, vu son état, c'était pas si difficile. Outre ces sapes dignes de la folie des 80s, toutes plus cool les unes que les autres, le personnage a aussi une particularité. Elle est à peu près la seule méchante de la saga à avoir droit à un arc de rédemption poussé. Mayday se sacrifie pour sauver Bond et lui permettre de la venger de Zorin. C'est vrai, son arc est un peu rapide, mais il est quand même vachement appréciable parce que c'est extrêmement rare dans l'univers des films d'action, qui reste globalement assez manichéen. Alors voir qu'en plus c'est un second rôle qui a l'opportunité de s'amender, bah c'est encore plus incroyable. Bref, une profondeur surprenante pour un film de niveau pédiluve et un très bon personnage. Au suivant, Monsieur Oddjob, qui d'ailleurs n'a pas de prénom dans Goldfinger. Probablement l'une des deux silhouettes de méchants les plus reconnaissables de toute la saga, Oddjob n'a pas seulement influencé bien d'autres vilains de la franchise, avec plus ou moins de succès, il a aussi posé les bases de l'homme de main archétypal pour des générations de films d'action. Muet, baraqué et bien habillé, le personnage est interprété avec brio par le néophyte Harold Sakata, qui était catcheur et recordman olympique en développé couché. Surtout, ne pas s'embrouiller avec lui dans les loges. Ce background crédibilise les séquences d'action d'Oddjob, et puis bien sûr, qui dit Oddjob dit chapeau. Un beau chapeau rond, vive les Bretons, qui se charge pronto des ennemis de Goldfinger. Tel le Igor d'un vampire assoiffé d'or, Oddjob montre une dévotion absolue envers son patron, l'accompagnant même dans ses parties de golf. Alors certes, il n'a pas le rôle le plus complexe de la saga, vous aurez pas droit à un arc de rédemption ou à beaucoup d'évolution ici. Mais sa présence n'est qu'une des nombreuses idées géniales de Goldfinger. Et qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Chapeau! Pour la suite, sachez que je me suis souvent plainte en vidéo que la saga James Bond manquait de grandes méchantes, et d'ailleurs, je maintiens. Mais alors par contre, niveau femme de main, on est servi. Ici, laissez-moi vous présenter Irma Bunt, bras armé de Blofeld lui-même dans Au service secret de Sa Majesté, qui n'a pas peur de se salir les mains. Elle incarne une force brute au féminin rarement vue dans les films d'action d'époque. Alors oui, je sais qu'il y a eu Rosa Klebb avant, mais Bunt a un beaucoup plus gros impact sur le déroulé des événements. Pour rappel, c'est quand même elle qui change le statut de James Bond de marié à célibataire. Et à ses heures perdues, elle manage une clinique un tout petit peu spéciale pour les jeunes femmes phobiques. Bref, vous n'aimeriez pas la voir comme manager ou discuter avec elle à la machine à café, mais elle apporte une touche de sérieux bienvenue auprès du Blofeld d'un peu too much de Telly Savalas. Irma Bunt non plus n'est pas une antagoniste subtile, mais elle joue à merveille son rôle d'exécutante inquiétante, un pur produit de la guerre froide. Malheureusement, la pauvre actrice Ilse Steppat est morte quelques jours après la première, et j'ai toujours eu l'impression que son personnage avait été un poil oublié en dehors de la fanbase à cause de ça, ce qui est quand même dommage. Contrairement à Requin. Ah oui, lui, il a pas été oublié. C'est peut-être LE méchant de James Bond par excellence, du moins le plus connu. Notre squale national a vu sa dentition passer au panthéon de la pop culture et se paye même le luxe de jouer dans 2 films et d'y survivre. Une fois encore, le concept fonctionne d'autant mieux qu'il est tout simple. Un mec avec des mâchoires en acier qui mord ses ennemis. Ça peut casser 3 pattes à un canard, mais surtout, ça donne du fil à retordre à Bond dans L'espion qui m'aimait. Clairement le meilleur film de Roger Moore. Avec quelques scènes d'assassinat bien crades quand on y pense en détail. Du très haut de ses 2,17 m, l'acteur Richard Kiel crève l'écran et on a hâte de voir Bond s'opposer à ce colosse quasi muet. Leur confrontation dans L'espion qui m'aimait ne déçoit pas, mais malheureusement, le rôle tombe un poil dans la caricature 2 ans plus tard, avec l'arrivée d'une Dolly improbable. Mais moins que le dernier acte de Moonraker, James Bond au laser game de Sucy-en-Brie. Exit le grand méchant, ici Requin est devenu un comic relief, et autant vous dire qu'il fait pas flipper le dauphin. C'est un peu dommage de pas avoir plus exploité son potentiel, mais d'un point de vue méta, ça montre qu'en à peine 2 ans, Requin était déjà devenu une icône pop, qui a réussi à voler la vedette à l'espion le plus célèbre du cinéma. Et ça, c'est balèze. Autre second couteau avec l'étoffe des grands et qui a une place spéciale dans mon petit cœur de fan, Donald Grant, qu'on surnomme Red, me demandez pas pourquoi.
pourquoi, mais du coup j'y pense devant 100% des pubs SFR. Grant, c'est pas Dodo le rigolo, il ne se départit jamais de son expression stricte et c'est concrètement une arme qui a pris forme humaine. Assassin et ancien tolard employé par le Spectre, Donald aime rajouter sa touche personnelle au boulot, c'est-à-dire faire souffrir les victimes le plus possible. Chargé d'éliminer Bond, notre blondinet en fait une affaire personnelle et c'est marrant et assez rare pour être noté de voir un 1v1 entre James Bond et un simple homme de main comme combat le plus important du film. Et puis l'arrogance de Grant l'aide à faire le boulot. Certes, il s'y connaît pas en vain, mais il met 007 en si mauvaise posture qu'on se demande comment Bond va s'en sortir. Ce qui est assez couillu dès le deuxième film. Physiquement, Donald Grant a inspiré tous les hommes de main musclés et blonds du reste de la saga, et il y en a à l'appel. Mais il les surpasse tous en termes d'écriture. Robert Shaw sait tenir tête à un Sean Connery pourtant en grande forme grâce à sa prestance et sa froideur. Bref, le méchant des années 60 par excellence et une influence indéniable sur les futurs psychopathes blonds du petit écran. Un petit rôle qui vole la vedette au grand donc, et qui lui vaut une place bien méritée dans mon top. Et puis bien sûr, on s'approche de la fin, et vous savez déjà ce qui arrive, mais comment ne pas finir avec Xenia Onatop? Probablement le personnage de femme fatale le plus fou et unique de l'histoire du grand écran. Si vous n'avez pas vu GoldenEye, honte à vous, et si vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de vous présenter Xenia. C'est simple, elle a phagocyté le film et étouffé la concurrence. Et dans un film avec un autre homme de main de mon top 10 et Sean Bean en méchant, c'est pas peu dire. Famke Janssen crève l'écran en tueuse qui étrangle ses adversaires entre ses cuisses et y prend beaucoup trop de plaisir. Sérieusement, donnez une prime au scénariste qui a trouvé cette idée. Je ne peux pas vous diffuser beaucoup d'extraits de sa performance au risque de me faire démonétiser direct, mais sachez que l'actrice apporte juste le bon niveau de folie, dans un film qui trouve une bonne balance entre humour et sérieux. Grâce à l'interprétation démentielle de Janssen, Xenia arrive à être tout à la fois effrayante et attirante. Et j'aime beaucoup l'idée de voir Bond se mesurer à une autre séductrice sans cœur qui le prend à son propre jeu. Il est à deux doigts de tomber sous son charme au début du film parce que Xenia porte un masque de normalité, mais il se fissure assez vite. Du coup, Bond aussi comprend vite qu'il a trouvé bien plus taré que lui. C'est ballot. Je pense qu'on n'insiste pas assez sur l'incroyable talent de Janssen qui rend des scènes plus folles les unes que les autres totalement crédibles. Le concept du personnage était assez casse-gueule, mais elle en a fait une icône. Xenia est la forme ultime de la femme fatale qui prend littéralement le concept homo et le pousse à fond. Certes, la figure de la froide séductrice a déjà été exploitée dans la saga, à commencer par Fiona Volpe dans Opération Tonnerre, mais son personnage offre un clin d'œil d'autant plus appuyé à son héritage, pas le seul clin d'œil de GoldenEye d'ailleurs. C'est simple, Xenia Onatop est un personnage parfait, et vous me connaissez, comme j'adore les digressions, je vous dirais que le plaisir qu'elle prend à tuer peut être interprété de plein de façons différentes. Est-ce que c'est simplement une représentation cartoonesque d'une méchante trop violente pour être vraie, ou est-ce que c'est pas aussi la représentation d'une femme qui fait ce qu'on est habitué à voir chez les espions? Dans tous les cas, de son nom de famille improbable que je ne traduirai pas à ses costumes tout droit sortis d'un comics noir, Xenia a marqué à jamais l'histoire de la saga et du cinéma d'action. Mais si elle a un rôle prépondérant durant la première moitié du film, j'ai un petit reproche à faire au scénariste, à savoir cette fin en bois un peu décevante et rapide. Alors que franchement, on aurait tous voulu qu'elle survive pour un ultime combat. Quant à cette fin décevante, Famke Janssen a une explication toute trouvée. En interview, elle a dit que son personnage devait faire peur au scénariste qui savait plus comment s'en débarrasser. Point faible, trop forte. Et c'est déjà la fin. Le paradoxe de Xenia est assez révélateur. On attend d'un homme ou d'une femme de main une présence suffisamment mémorable, mais qu'en même temps il ou elle reste dans l'ombre du méchant principal. Et pourtant, bien souvent, les seconds couteaux deviennent connus justement grâce à leurs courtes apparitions, parce qu'elles leur permettent toutes les folies. Enfin, je veux dire, Xenia Onatop en méchante principale se serait fait censurer à une vitesse. Et de quoi on aurait été privé, hein. J'ai eu un mal fou à restreindre ce top à 10 personnages, j'en referai peut-être un autre d'ailleurs, et j'ai d'autant plus hâte de connaître vos choix qu'il y a plein de figures incroyables qui auraient mérité leur place. Alors comme d'habitude, faites-moi partager vos avis et vos classements en commentaire, et si vous voulez d'autres vidéos sur un sujet ou sur un autre thème, faites-le moi savoir. Si celle-ci vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous, sinon Elga Brandt, à bientôt pour une prochaine réunion du Spectre, et jusque là, bon grillage de neurones.